Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Vue d'ici. En cette émission du 16 octobre 2025, nous nous intéressons à deux organismes d'ici qui ont à cœur notre planète et ses habitants. En première partie, nous vous parlerons de l'organisme TEAM, acronyme pour Tous les enfants de l'autre monde. Et en seconde partie d'émission, nous présentons la chronique mensuelle du Conseil régional de l'environnement de Lanaudière qui s'attarde au mieux-être de notre Terre. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. Ce 4 novembre prochain, au Moulinet, superbe salle du Moulin Neuf de l'île des Moulins à Terrebonne, l'organisme Tous les enfants de l'autre monde célébrera ses 20 ans d'engagement auprès des enfants et des jeunes du monde. Ce groupe communautaire œuvre ici, comme à l'international, pour améliorer les conditions de vie, l'accès à l'éducation et les droits des enfants. C'est avec joie que j'accueille une personne au grand cœur qui a fait de sa mission le mieux-être des enfants du monde, un homme que j'ai le plaisir de connaître depuis plus de 30 ans, Sylvain Filion, fondateur de TEAM. Bonjour. Bonjour, Gilles. Ça va bien, Sylvain? Très bien, merci, toi aussi. Écoute, ça me touche beaucoup de te rencontrer. On se connaît depuis tellement longtemps. J'étais un des premiers journalistes à couvrir tes pérégrinations à travers le monde qui ont mené vraiment à des choses tout à fait extraordinaires. Pour placer un peu nos auditeurs, j'aimerais que tu me fasses un peu un portrait de qui est Sylvain Filion et comment tu es arrivé à la fondation de cet organisme. Bien, les premières fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a je pense que j'avais peut-être 19, 20 ans. Athlète en athlétisme, triathlon, puis par la suite entraîneur et marathonnier avec une équipe. Puis c'est ça, puis j'ai fait des études en travail social au cégep. Après ça, c'est ça, en 1995, j'ai décidé après avoir travaillé comme travailleur de rue et coordonnateur de la Maison des jeunes de Terrebonne pendant quelques années, d'aller voir ailleurs ce qui se passait par rapport à la situation des enfants et des jeunes. Puis dans un pays... cette passion-là de t'occuper des enfants, c'était dans ta mission Absolument. Personnelle depuis tout début. Là. Tout à fait. Déjà, quand j'ai commencé à faire l'intervention, c'était une priorité pour moi. Puis en 1995, il y avait une guerre au Guatemala qui durait depuis 35 ans. Donc j'ai participé à un premier projet qui était une mission de paix en droits humains. Puis, c'est durant ce voyage que j'ai eu la chance d'être avec beaucoup d'enfants des rues et où j'ai fait une promesse à des enfants, justement, quand j'étais dans un parc, et puis qui a été un peu le prémisse de tout ce qui s'est développé par la suite. Fait qu'en 1995, je suis revenu au Québec après mon séjour au Guatemala et je suis reparti à peu près une année par la suite là, au Pérou, travailler dans les bidonvilles de Lima, puis dans le centre-ville de Lima aussi, pour mettre en place des projets pour les enfants des rues qui... C'est ça qui vivait là, en permanence. C'est là qu'on avait cette correspondance parce qu'on s'écrivait régulièrement, puis on pouvait, au ce moment-là, j'étais à la revue, puis on témoignait de ce que tu vivais. Tu nous écrivais des articles et on les publiait. Et c'était tout à fait touchant de voir cette proximité des jeunes, des enfants, puis des problématiques que tu voulais régler. Puis tout ça, ça t'a amené un peu plus tard à quoi? Bien, dans le fond, quand je suis revenu du Pérou en 1999, j'avais envie de créer une organisation qui travaillerait de façon spécifique avec les enfants et les jeunes en situation de rue, parce qu'il y a beaucoup d'organismes de développement international, mais qui travaillent de façon spécifique avec les enfants et jeunes en situation de rue, il n'y en avait pas. Donc, je me suis dit que j'étais pour la créer. Donc, j'ai créé un organisme en développement international qui s'appelle Tous les enfants de l'autre monde, qui fait TEAM, exactement comme tu le mentionnais. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est le nom de Toigny, Erika, Amadou, Manon, qui sont le nom de 4 jeunes que j'ai connus un peu partout dans le monde. D'ailleurs, et Manon, qui est une fille de Terrebonne, avec laquelle j'ai accompagné pendant longtemps, et pour lequel l'organisme leur rend hommage et aux millions d'enfants et de jeunes qui sont dans la rue, dans le monde. Et puis, donc, tu crées cet organisme de toutes pièces. Là. Il y a, surtout dans la MRC des Moulins, c'est comme un concept assez nouveau, de voir de l'intervention internationale. On voit ça souvent à l'échelle plus nationale de ce type d'intervention-là. Qu'est-ce que vous avez fait comme... Je pense qu'on va pouvoir présenter quelques images là, d'un programme que vous avez présenté. Puis à travers ça, vous allez pouvoir... Les auditeurs vont pouvoir te suivre dans ce parcours-là.
Donc, est-ce que tu nous expliquais un petit peu, ça fait quoi, ça? Bien, c'est ça. Fait qu'en 2004, je fonde l'organisme Tous les enfants de l'autre monde. À l'époque, j'étais directeur de l'organisme de travail de rue à Mascouche, que j'avais fondé aussi là, quelques années auparavant. Et puis, en 2002-2003, j'en avais d'ailleurs parlé avec la présidente à l'époque du travail de rue. J'avais envie de créer un organisme qui travaillerait de façon spécifique avec les enfants et les jeunes ailleurs dans le monde, les enfants en situation de rue. Donc, en 2004, le 4 décembre est né l'organisme Tous les enfants de l'autre monde. Sa mission, c'est vraiment d'accompagner les enfants et les jeunes qui sont en situation de rue vers des opportunités, vers des projets, leur permettre de pouvoir soit retourner à l'école, de pouvoir retourner vivre chez leurs parents, de mettre en place des services pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent avoir un minimum en termes de conditions de vie. C'est des enfants qui vivent en complet abandon dans les rues, donc qui n'ont pas accès à la nourriture, les soins de santé, dormant des parcs. Donc, les besoins de base, là, puis après ça, d'espérer qu'on les outille au niveau de l'éducation, parce que dans le fond, ça leur permet de sortir de la misère. Hein? C'est ça qui est un peu l'objectif. Exactement. Puis nous, notre objectif, c'était vraiment de travailler avec 150 enfants et jeunes qui vivaient dans le centre-ville de Lima. Donc, on avait mis en place un programme avec ces enfants-là et une petite maison de jeunes dans le centre-ville où on pouvait faire des ateliers avec les jeunes, travailler avec eux au niveau de l'estime de soi, la confiance, faire des ateliers sur différents sujets. Et puis, avec le temps, beaucoup d'enfants et de jeunes avec lesquels on a travaillé ont eu des rêves, ont eu des projets de vie. Puis nous, on était à même de pouvoir constater un peu leurs talents, leurs habiletés. Fait que ça a été un petit peu de rendre visible ce qui était invisible en les accompagnant tout au long du temps où on a été présent, puis même durant la durée du projet. Donc, on a beaucoup d'enfants et de jeunes qui ont vécu dans la rue et qui sont devenus éducateurs de rue. Qui ont suivi tes traces. Et qui ont suivi, oui, exactement. Les traces de Sylvain Fillon de Terrebonne, Mascouche, Québec. Exactement. On en a même d'ailleurs plusieurs sur la présentation, là, 4 enfants et jeunes qui sont des anciens enfants des rues. Et puis, ce qu'on a fait, on a travaillé beaucoup avec les enfants des rues, dans les dépotoirs aussi, dans les bidonvilles. Et puis, on a commencé par la suite à s'impliquer dans des communautés. Donc, on a commencé à construire des écoles, des cliniques de santé, des classes, des maisons de jeunes. On a commencé à construire des maisons aussi, là, après les tremblements de terre. L'eau aussi, l'eau potable. L'eau potable aussi, puits d'eau potable, parce que c'est de base. Hein, Tout à fait, exactement. Donc, on a fait beaucoup de projets pour répondre aux besoins des communautés, où les enfants, les jeunes là, étaient issus, puis où il y avait énormément de pauvreté d'ailleurs. Puis ça s'est internationalisé, là, parce que c'est un petit peu aussi... Est-ce que tu as des données un peu à nous transmettre? Je pense qu'on va en voir un peu dans la présentation, là, mais c'est planétaire maintenant. Là. Exactement. Oui, on a commencé avec 2-3 pays, puis dans les années à peu près là, avant la pandémie, on travaillait dans une douzaine de pays. Quand même. Donc Afrique, Asie, Amérique latine, Caraïbes. Avec des groupes communautaires, des organisations locales où on développait des projets en fonction des besoins. Donc, c'est toujours eux qui nous manifestaient un peu les besoins. Puis nous, on allait là pour les appuyer en fonction de ce qui était possible sur place, à part des constructions ou des projets qu'on mettait en place, soit en droit des enfants ou pour... Quand tu as dit « nous », oui. C'est qui, nous? C'est important, là. Mais, exactement. Il y a un conseil d'administration qui est très impliqué depuis très longtemps. D'ailleurs, on a eu des membres là, qui ont été présents, qui sont présents encore depuis 19 ans, 20 ans. Puis j'ai eu une équipe aussi, qui a été impliquée dès le début, pendant les 5 premières années, qui ont construit un peu toute la plateforme de base avec moi de l'organisation, les documents de travail, les cahiers de formation, les programmations de stage, tout ça. Et puis, par la suite, j'ai eu des gens qui ont travaillé avec moi, adjointe administrative, chargée de projet. Donc, Caroline, actuellement, qui est avec moi, là, qui vit au Guatemala, mais qui travaille avec moi et qui va être ici le 4 novembre, d'ailleurs. OK. Donc, dont on va parler en conclusion de tout ça. Tout à fait. Mais tu ne te limites pas à aller à l'extérieur, à faire le bien à l'extérieur, mais tu sensibilises aussi les gens. Peux-tu m'expliquer un peu, on parlait de 1000 personnes, puis de 1000 personnes, est-ce que c'est 1000 personnes à chaque année que tu rencontres, des jeunes, des adultes? Comment ça se passe là, au niveau de la sensibilisation? Tout à fait. C'est sûr qu'on a 2 volets. On a le volet international où on permet à des jeunes et des adultes de vivre une expérience en développement international ailleurs dans le monde. Donc, ils viennent participer avec nous à construire des projets. Puis au Québec, on fait de l'éducation populaire. Donc, on va dans les écoles primaires, secondaires, cégep, universités, même dans des conférences dans certains endroits, où on parle de la situation des enfants des rues, on parle des droits humains. Donc, on sensibilise les gens un peu à notre pouvoir de pouvoir changer les choses. Là. À votre mesure, dans le fond, c'est chaque petit geste qui compte. Puis dans Tout ce à fait. sens-là, Absolument. ça fait 20 ans que ce petit geste se répète, donc c'est un peu l'effet papillon. Hein? Exactement. Puis on a eu pendant plusieurs années un projet qui s'appelait les Déjeuners du monde aussi,
où on distribuait des déjeuners dans les écoles, là, où il y avait des enfants et des jeunes qui étaient défavorisés. Donc, on a fait ça aussi pendant à peu près 13 ans là, dans la MRC des Moulins. Okay. Donc, jusqu'à la pandémie, de toute façon, à peu près 2021-2022. Puis, par la suite, le projet a été repris par le gouvernement, mais nous, on a aussi fait ça au Québec. Fait qu'on est très impliqués au Québec aussi, mais d'une façon plus au niveau de l'éducation populaire. Puis, bon, peut-être nous parler à nous, à tous, là, de ce qui s'en vient le 4 novembre. Là. Donc, il y a un anniversaire, c'est particulier. En introduction, on a parlé du Moulinet. Là, puis qu'est-ce que c'est ces 20 ans-là? Comment vous allez célébrer ça? Ça va être génial, ça va être merveilleux parce que j'ai créé plusieurs organismes dans ma vie et dans ma carrière d'intervenant. Mais ça fait 20 ans que je travaille avec tous les enfants de l'autre monde comme directeur. Puis là, c'est une période pour faire un bilan, un peu faire une photo. Hein? On a fait beaucoup de photos, j'ai fait beaucoup de photos dans le monde, mais là, le 20e anniversaire, le 4 novembre, c'est une photo qu'on va vous dévoiler de notre implication dans le monde, des impacts de notre travail, des gens qui ont été impliqués avec nous, des projets qui ont été construits, des témoignages aussi de gens ailleurs dans le monde. On va avoir beaucoup d'images, on va avoir de la musique. Puis est-ce que c'est sur invitation? C'est ton réseau, les gens qui ont été impliqués qui vont être là? Ou comment je sais pas, je te pose la question. C'est au grand public? Oui, c'est ouvert pour tous les gens. C'est gratuit. Il va y avoir d'ailleurs des petites bouchées, puis c'est vraiment accessible à tous. À quelle heure tu fais ça? On fait ça à 6 h, puis ça va à peu près jusqu'à 8 h. Puis le 4, c'est un? Le 4, c'est un mardi. C'est un mardi. Un mardi soir à l'île des Moulins. À 18 h, c'est un rendez-vous de venir te rencontrer. Tout à fait, puis c'est ouvert à tous. Puis il va y avoir, dans le fond, toute la soirée, différentes activités, différentes présentations. On va même avoir 2 extraits des documentaires qu'on a réalisés aussi. Un auprès des maîtres des enfants en prévention des mariages forcés. Okay. Puis un avec les enfants des rues aussi, du centre-ville de Montréal, qui ont été rencontrés les enfants des rues à Lima, au Pérou. Donc, on a 2 documentaires culturels, mais d'un côté, qui vivent des choses qui se ressemblent. Tantôt, tu parles d'extrait. C'est votre fameux documentaire, ça, qui est en espagnol, puis vous allez sous-titrer en français? Exactement. C'est le dernier documentaire qu'on a terminé il y a à peu près 1 an, qui s'appelle, dans le fond, qui est un projet de prévention des mariages forcés qui a été fait au Guatemala, dans les alentours d'Antigua, dans les petites communautés autochtones. C'est un projet de prévention, justement, d'aller sensibiliser les parents, les écoles, les enfants et les jeunes aussi, sur la problématique du mariage forcé. Et puis, par la suite, on a fait un documentaire qui vient un petit peu parler de la part des gens là-bas, de la réalité et puis de la problématique. C'est quand même fascinant de voir qu'il y a encore ces réalités-là, hein? Puis c'est pas loin, là. Ouais. On voit des publicités à la télévision sur aller visiter le Guatemala, mais le Guatemala, c'est ça, c'est une des réalités. Bon, c'est pas généralisé, j'imagine, partout au Guatemala, mais c'est une réalité qui existe et que des enfants soient forcés à se marier de cette façon-là. C'est abominable. Et comme dans beaucoup de pays encore, hein, quand les parents ont des dettes, quand les parents n'ont pas d'argent pour pouvoir acheter des matériaux, bien souvent, il peut y avoir une entente avec quelqu'un qui a de l'argent ou qui est un adulte puis qui pourrait marier une enfant, une jeune fille de cette famille-là. Donc, c'est des mariages arrangés. Je te donne 20 secondes. De quoi tu rêves pour le futur de ton organisme? Bien, c'est sûr qu'on avait le rêve de construire des opportunités pour les enfants et les jeunes, ce qui a été fait. On le dévoilera le 4 novembre. On a envie d'écrire un livre sur un peu le développement international et puis comment Team a été un exemple de projet de coopération et en fonction des besoins sur le terrain, puis a permis à des enfants et à des jeunes de pouvoir devenir des adultes aujourd'hui avec des projets de vie et des rêves. Donc, et tu continues de rêver. Et on continue, oui, toujours, absolument. Merci beaucoup infiniment de ta visite, vraiment. Puis je pense que les gens ont pu apprécier tout ce que tu nous as présenté. Merci beaucoup, Gilles. C'est un privilège d'être avec toi. Merci beaucoup. Après la pause, restez avec nous pour la chronique mensuelle du Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, le CREL. Donc, cette chronique est de retour. À tantôt. Ce soir, on s'intéresse à la protection de nos milieux naturels alors que le CREL Lanaudière lance une grande démarche de concertation autour des aires protégées dans la région. Pour en parler, notre invitée habituelle, Cassandra Martel, qui est directrice générale du CREL.
Bonjour, Cassandra. Ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Oui, super bien. On se lance dans un gros projet, effectivement. Ben oui. Donc, tu vas nous parler de conservation. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un objectif que le gouvernement du Québec s'est doté d'un objectif assez ambitieux, donc atteindre 30 de protection du territoire d'ici 2030. Et pour ce faire, en fait, il a lancé un appel à la population pour voir ce qu'on pouvait protéger en terre publique. Puis on a une quarantaine de projets, justement, dans la Naudière qui doivent être concertés dans les prochains jours. Puis je trouve ça important de venir expliquer vraiment au grand public c'était quoi la conservation puis pourquoi. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup des initiatives qui sont lancées par des associations, des organismes, les MRC, les ZEC pourvoiries. Et là, il faut vraiment s'approprier le sujet, suivre un peu les détails parce qu'il en va quand même de la protection de notre région. Donc, ça s'inscrit dans un grand appel du gouvernement du Québec, là, fait à toutes les régions du Québec pour présenter des projets. Oui, c'est ça. Donc, ici, il y en a quand même eu un certain nombre. Oui, c'est ça. Au total, c'est plus de 400 projets qui ont été retenus à travers le Québec. Le but n'est pas nécessairement de dire, OK, on va protéger 400 aires à travers le Québec ou une quarantaine dans la Naudière. Le but, c'est vraiment d'essayer de trouver le meilleur consensus régional possible. Donc, ils ont mandaté vraiment les conseils régionaux d'environnement, les CRE, pour aller explorer, en fait, ça avec nos différents acteurs sur le terrain, pour voir, bien, justement, telle aire protégée, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que c'est une protection, mettons, cloche de verre, on ne fait plus rien, on est vraiment figé là, ou on s'en va vraiment dans une protection avec d'activités récréotouristiques, par exemple, comme du canot, la chasse, la pêche. OK. Et donc, vous avez mené des consultations. C'est qui les acteurs? Parce qu'on parle d'acteurs, oui. Là, c'est qui ces gens-là? En fait, c'est surtout, bien entendu, tout ce qui est promoteur. Donc, toutes les personnes qui ont déposé ces projets-là vont être appelées à venir présenter plus en détail. Les ministères ont fait aussi des analyses. Donc, on a fait ce qu'on appelle une analyse interministérielle. Donc, le ministère de l'Environnement a demandé à ses collègues du ministère du Transport, par exemple, de Tourisme, de voir l'analyse de ces projets-là pour voir, bon, bien, y a-t-il des projets qu'eux visaient sur ces territoires-là? Y a-t-il des enjeux? Il y a aussi une caractérisation qui est préparée. Donc, des gens qui sont spécialistes en conservation, qui analysent vraiment la valeur écologique. Là. Comme j'aime pas tant parler de valeur, mais c'est vraiment ça. Donc, de voir, bon, y a-t-il de la biodiversité? Qu'est-ce que c'est comme végétaux? Qu'est-ce que c'est comme animal qui vivent sur ces territoires-là? Et bien entendu, bien, on travaille avec les MRC, nos organisations structurantes. Je parlais tantôt de Tourisme La Naudière. C'est sûr qu'ils n'ont pas le choix d'être là parce qu'ils sont quand même à l'affût de tout ce qui se passe au niveau récréo-touristique à travers la Naudière. Puis c'est une grande force dans la région. De toute façon, le tourisme et le plein air, là, donc c'est une grande force. Puis on a avantage à en protéger pour que les gens puissent localement en profiter ou des touristes qui viennent en profiter. Là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a un principe dans l'idée de conservation. Puis c'est pour ça que c'est important. La majorité des projets qui ont bien fonctionné, on pense entre autres, mettons, à la CEPAC, là, à Mont-Tremblant, au fond, qui est vraiment un parc. Bien, la CEPAC, il y a une partie qui est donnée à la population pour les activités récréo-touristiques. On va avoir de la randonnée, l'hiver, on va avoir de la raquette, bon, il y a le canot, il y a le camping. Mais il y a une partie aussi qui est protégée pour laisser la biodiversité faire son œuvre. Donc, par exemple, on parle de certains territoires qui sont juste tout simplement pas accessibles parce que c'est un endroit où les loups, mettons, se reproduisent ou vont chasser. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de donner une partie à la population pour connecter quand même l'humain avec la nature, tout en préservant une autre partie pour que la nature fasse ce qu'elle a à faire. Est-ce que c'est possible que tu nous identifies le genre de projet? Peut-être pas spécifiquement des projets, mais je ne sais pas, moi, que ce soit possible. Là, mais là, c'est ça. Oui, je ne peux pas encore nommer la quarantaine de projets. Je ne peux pas encore nommer précisément les initiatives qui se font. Mais tu sais, je vous dirais qu'il y a beaucoup des bordures de lacs. Il y a des superbes lacs, justement, dans la Naudière qui ont été mis en réflexion, en fait, de protection. Donc, de voir comment on peut protéger la biodiversité autour de lac dans le but de protéger le lac. Donc, c'est comme si on protégeait le poumon pour s'assurer que le liquide reste correct. On a des pourvoiries, des ZEC aussi, qui ont protégé des parties de leur territoire, mais toujours dans l'idée d'une protection qui permet quand même la chasse et la pêche. Donc, de comme pas aller contre nature de ce qu'eux veulent faire comme utilisation, mais de mettre quand même des règles un peu plus claires qui disent, bon, mais parfait, tel secteur, il n'y a pas d'utilisation autre que chasse et pêche. Le reste, on laisse ça, puis tu sais, voici les territoires délimités. Il n'y a pas une traque de motoneige en plein milieu ou des choses comme ça. Exactement, des usages qui seraient inconsidérés par rapport à la mission que vous désirez donner ça. Exactement. On ne mettrait pas un chemin de fer en plein milieu, mettons, d'une aire protégée. C'est ça, je comprends. Donc, en ce moment, il y a de 11 c'est ça, je comprends, hein? Oui. Dans la Naudière, on a 11 du territoire qui est préservé déjà. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher le fameux 30 de milieux continentaux. On en parlait tantôt, les milieux continentaux. Donc, tu peux l'expliquer d'ailleurs, c'est quoi les milieux continentaux? Parce que ce fameux 30 le fameux 30 est visé sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est vraiment à l'échelle du Québec, on vise de protéger 30 .
On s'est dit dans la Naudière, on va essayer aussi d'aller chercher nous-mêmes notre propre 30 %. Puis quand on parle de territoires continentaux, c'est en fait tout ce qui est en surface. Donc, ce qui n'est pas le lac, comme je vous disais, la bordure peut être préservée. Mais par exemple, le meilleur exemple, c'est le fleuve. Le fleuve, c'est une voie navigable. On laisse vraiment, comme Transport Canada, Environnement Canada, gérer cette partie-là. Donc ça, c'est ça dans les fameux milieux marins et côtiers. Là. Oui, c'est ça. OK, je comprends. OK. Et c'est un objectif pour 2030. Oui. Donc, ça arrive très vite quand même, là. Ça arrive très rapidement. Puis on se rappellera qu'il y a des élections aussi l'année prochaine au niveau provincial. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment le but de cet exercice-là, d'aller chercher le plus de données possible pour s'assurer que peu importe le gouvernement qui sera en place, il y a les outils pour pouvoir poursuivre cet objectif-là. Son action. Exactement. Est-ce que, tantôt on parlait des acteurs, est-ce que des simples citoyens, tantôt on va parler d'échéanciers, là, mais est-ce que les simples citoyens peuvent se présenter à ces rencontres-là ou faire déposer des mémoires ou s'exprimer? En fait, il y a des moments où les citoyens vont être appelés à commenter. Ils ont été sollicités justement au départ de dire, quel espace chez vous vous voudriez protéger? Puis on a vraiment reçu de très, très grands dossiers étoffés par des citoyens. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit, écoute, nous, on comprend pas trop, on sait pas, mais cet espace-là, puis ils prenaient une carte, puis ils faisaient un trait. On aimerait ça le protéger. C'est retourné dans la cour du ministère. Le ministère de l'Environnement a vraiment pris le temps d'analyser ces zones-là. On a déterminé les cartes et on dit, OK, de cette zone-là qui était dessinée, oui, on trouve que c'est logique d'analyser ce territoire-là. Et là, c'est vraiment comme des gens qui sont... on a des scientifiques, on a vraiment on a même le secteur forestier, par exemple, qui va faire partie des acteurs. Qui est un enjeu majeur dans la Naudière, là, avec exactement. On parle quand même de 77 de la région qui est forestier. 77 Oui, 77 de la région qui est forestière. Fait que, il faut vraiment s'assurer, même chose pour la production agricole, donc de s'assurer que ces gens-là sont écoutés, compris. Il ne va pas dire que tu vas les protéger si finalement c'est un espace qui sert beaucoup à la sériculture puis qu'il y a comme du développement qui s'en va dans ce secteur-là, les municipalités. Et à un moment donné, dans le processus, on va aussi faire des appels à la population de dire comme envoyez-nous un peu de données, là. Donnez-nous de l'amour là, pour ce territoire-là, pour voir justement comment eux se positionnent. Parce que des fois, ça peut être un citoyen qui a émis la demande, que oui, le ministère l'a reçu, il y avait un potentiel, mais peut-être que les 75 autres citoyens qui sont pas loin de cette zone-là ont le goût aussi de le dire, qui sont intéressés. De généraliser l'intérêt pour cette initiative-là. Là. Oui, c'est ça. Est-ce que les projets qui sont déposés, ce sont donc dans certains cas des individus? Est-ce qu'il y a des promoteurs privés? Tantôt, tu as évoqué, mais est-ce que c'est une majorité de promoteurs privés ou des représentants publics? Bien, comme c'est en territoire public, majoritairement, c'est beaucoup des citoyens qui nous ont présenté des dossiers ou des associations. Donc, on parle d'associations de lacs, tout ça. On a été, en fait, pour vrai, dans la quarantaine de projets, on est vraiment surpris qu'il y ait même des MRC puis des municipalités qui ont déposé des projets. Puis ces projets-là ont été retenus. Fait que, on part déjà aussi avec une longueur d'avance quand la MRC ou la municipalité dit « Ah oui, moi, j'y tiens puis je veux protéger cet espace-là ». Fait que c'est comme beaucoup, c'est ça. C'est beaucoup des citoyens, mais heureusement, les municipalités puis les MRC ont embarqué. Là. Est-ce que le fait de déposer un projet, puis éventuellement, vous allez donc les évaluer, ces projets-là, est-ce que vous avez un quota ou un montant de mètres carrés, d'hectares à protéger? Un rêve, peut-être. C'est sûr que là, si tu parles à la fille en environnement, d'être capable de dépasser le 30 % de préservation du territoire, puis de pas juste faire de la préservation dans le nord de la Naudière serait extraordinaire. On parle de l'acquisition de Terrebonne récemment pour le golfe du Boisé. Il y a un pourcentage de ça qui va pouvoir être comptabilisé dans la préservation parce que c'est une des volontés de la Ville. Fait que nous, c'est d'essayer de faire rayonner, en fait, le potentiel. Puis ce projet-là, en ce moment, est, oui, sur les terres publiques, mais il y a beaucoup d'efforts aussi qui se font avec la Fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière, la FICEL. On travaille vraiment fort à préserver certaines terres publiques, terres privées, pardon. C'est juste, eux sont rendus déjà à l'équivalent à peu près là, de 5 700 piscines olympiques qu'on préservé dans la Naudière. De leur côté. Oui. Puis, ça s'inscrit... Bon, c'est peut-être un peu hors de ce qu'on avait prévu discuter, mais est-ce que ça s'inscrit aussi dans le Montréal métropolitain où il y a un certain pourcentage qui doit être protégé? Là, je pense qu'il y a des normes là, qui sont imposées par Québec là, par rapport à la CMM. Là. Oui, bien, tu sais, comme je disais tantôt, comme je te disais tantôt, le 30 %, le but, c'est vraiment d'essayer de le fragmenter, donc de dire que chaque région s'approprie aussi 30 %.
Fait que c'est sûr que si on est capable d'atteindre le 30 pour la communauté Montréal métropolitaine, puis on s'entend que Montréal est quand même limité dans les espaces qu'ils peuvent préserver, mais si on est capable justement d'aller fournir des poumons puis de garder ces poumons-là autour de Montréal, c'est sûr que ça va aider. Les terres agricoles ne sont pas incluses là-dedans, hein? Il y a des terres agricoles qui ont été déposées s'ils étaient en terre publique, mais on parle plus, mettons, potentiel. Tu sais, quand on parle acéricole plus qu'agricole proprement parlé. Les terres agricoles sont des terres agricoles, donc sont exploitées commercialement et tout ça. Oui. Donc, ça n'exclut pas non plus, comme je disais tantôt, la valorisation de ces espaces-là. Oui, c'est ça. Pour que le public puisse y accéder. Là. Dans le fond, tant que c'est bien réfléchi. Le but, oui, il y a des espaces où on se dit, OK, ça, mets une coquille de verre là-dessus, il n'y a plus personne qui va là. Puis, on le vit, mettons, à Joliette, à la réserve naturelle de Marie-France Pelletier. Bien, il y a 2 secteurs de la réserve qui sont complètement non accessibles à l'humain parce qu'il faut laisser la végétation reprendre le dessus. Il y avait des enjeux avec les couleuvres, tout ça. Donc, vraiment essayer de laisser la nature refaire sa place. Et les gens utilisent des sentiers qui sont déjà prédestinés. Donc, ils ont accès peut-être à comme 30 du territoire, puis le 70 restant appartient à la nature. Oui. C'est quoi l'échéancier? L'échéancier, c'est pas assez long, à mon avis. Non, pour vrai, on doit déposer un rapport au plus tard en novembre 2026. Fait qu'il y a une première ronde de concertation qui commence la semaine prochaine. Et par la suite, on a des rapports, on va avoir des communications avec les citoyens, il va y avoir beaucoup d'analyses. De ça, il va y avoir une deuxième ronde de concertation qui va commencer au printemps, fin hiver, le printemps 2026, pour arriver à vraiment un rapport de consensus. Puis le but, c'est d'atteindre le plus possible de consensus. T'sais, sur les 40, mettons, la quarantaine de projets, si je suis capable d'atteindre un 40 sur 40, c'est génial, mais on est quand même réaliste qu'on va prendre ceux qui vont être... Ouais. Puis en parallèle à tout ça, il y a tous les professionnels là, qui sont là pour vous appuyer. Là. Donc, oui, il y a le milieu qui va s'exprimer sur la volonté de protéger ces aires-là, mais il va y avoir aussi tous ces spécialistes qui vont dire que c'est une valeur, si c'est intéressant ou quoi que ce soit. Puis il va y avoir l'autre côté de la médaille, comme je disais tantôt, tout ce qui est forestier va être impliqué, tout ce qui est acériculteur va être impliqué. Donc, de voir aussi, si on protège ça, est-ce qu'on nuit beaucoup trop à l'industrie forestière? Donc, il y a quand même un juste milieu à aller chercher. Puis nous, notre rôle est vraiment d'être médiateur, donc d'être très neutre, d'analyser. Tu sais, comme je vous ai dit tantôt, on est en environnement, on y croit. Mais en même temps, on est très conscient qu'on a un développement économique. J'ai des entreprises qui dépendent de notre forêt. Donc, on n'est pas pour aller leur couper l'herbe sur le pied. Là. Puis on voit tout ce qui s'est passé récemment avec le fameux projet forestier d'exploitation forestière qui a créé vraiment beaucoup de cohésion. Donc, merci beaucoup de ta visite aujourd'hui à l'émission. Alors, ça complète tout ça. Donc, en conclusion, je tiens à remercier nos invités de leur visite. Je salue notre recherchiste Solène Démétré, qu'on ne voit pas ici, mais qui travaille très fort avec moi, et ainsi que toute l'équipe de TVRM de sa précieuse collaboration. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous compter parmi nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vue d'ici.